Aujourd'hui, on va continuer sur les séquences que nous avons déjà lancées de la recherche opérationnelle. Principalement, aujourd'hui, on va se focaliser sur les aspects pratiques de la programmation en nombre entier. Alors, nous avons déjà partagé ensemble la séance précédente un certain nombre de notions relatives à la programmation en nombre entier. Donc, nous avons défini les différents programmes en nombre entier. On s'est dit que normalement, il y a trois types de programmation en nombre entier. Il y a ce qu'on appelle la programmation en nombre entier, c'est-à-dire pure. Il y a le mixte, et puis il y a le O1, ou bien ce qu'on appelle la programmation en nombre entier binaire. D'accord? Alors, juste après, nous avons essayé un peu de définir qui c'est la problématique, la résolution des problèmes en nombre entier, pourquoi on les traite d'une façon un peu, soi-disant, particulière. Ben, on s'est dit que nous avons récapitulé sur une méthode que nous avons appelée la résolution graphique. Après, nous avons démontré ensemble que la différence entre la programmation au nombre réel et au nombre entier, c'est que dans le cas du nombre réel, on se trouve souvent avec un espace de solution qui est convexe, alors qu'une fois que on est dans la programmation au nombre entier, cette convexité, on l'a perdue, donc il n'est plus là, et c'est pour cette raison que on s'est dit qu'il faut bien sûr des méthodes de résolution adaptées à ce type de programmation. Alors, juste après, nous avons parlé de ce que nous avons de la relaxation. Donc, nous avons dit que la relaxation consiste tout simplement à changer la nature des variables de décision, c'est-à-dire dans un programme entier, nous avons toujours ou bien quelques variables ou bien l'ensemble des variables qui sont des entiers. Donc, on s'est dit relaxer consiste tout simplement à soulager cette contrainte de nombre entier en une contrainte où les variables passent à un statut c'est-à-dire de nombre réel. Alors, ceci dit, ben, ça nous a permis c'est-à-dire de résoudre le problème parce qu'un problème relaxé, c'est facile à traiter. Donc, cette relaxation, ça nous a servi surtout pour travailler la méthode de branch and bound, où nous avons utilisé la notion de borne inférieure et borne supérieure. Ça dépend est-ce que nous sommes dans un cas de maximisation ou bien de minimisation, pour que l'on puisse bien sûr résoudre ces problèmes. Donc, on s'est dit effectivement que c'est une méthode qui est trop itérative, et ça fait partie bien sûr des inconvénients de la méthode de branch and bound. Mais bon, comme je l'ai mentionné la dernière séance, il ne faut pas il faut pas que ça vous inquiète la complexité ou bien l'aspect itératif de cette méthode, parce que de toutes les façons, l'automatisation est très simple sur les outils de résolution, et nous avons montré ensemble c'est-à-dire que ce qui reste à faire, c'est très simple sur Excel par exemple. Il s'agit juste de changer la nature des variables. Donc là, je vais faire un petit rappel là-dessus durant cette séance-là. Et bon, comme je l'ai mentionné, ça va être aussi une séance pratique où l'on va un peu traiter quelques cas pour vous rapprocher davantage par rapport à ce type de programmation qui est très répandu et qui soi-disant, projeté sur les problèmes réels que nous vivons dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'il faut dire que dans la réalité, il y a énormément de scénarios où les nombres entiers s'imposent, parfois en tant que nature réelle de variable de décision, parfois ça on le verra parce qu'on sera obligé d'utiliser quelques variables techniques qui sont là pas pour répondre, soi-disant, à la problématique réelle, au contexte réel, mais c'est des variables techniques que l'on est amené à utiliser pour, soi-disant, pour modéliser le problème. D'accord? Donc, c'est des variables techniques de modélisation et non pas de prise de décision, si vous voulez, pour le contexte que nous sommes en train de modéliser. Donc, ça, on le verra. Principalement des variables binaires, c'est ce qu'on appelle le O1 variable, c'est-à-dire des variables qui prennent ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1. Eh bien, on va voir que souvent ces variables-là sont utilisées pour des
raison principalement technique pour faciliter la modélisation du contexte où nous allons bien sûr confronter. Bon, voilà, je rappelle aussi que sur Excel, c'est très simple. Comme nous l'avons déjà modélisé auparavant, on déclare la fonction objectif, les contraintes, etc. La seule chose qui va changer, c'est tout simplement dans la déclaration des variables de décision, au lieu de dire que c'est supérieur à 0, qu'on a l'intention, c'est-à-dire l'habitude de le faire d'habitude, ben, cette fois-ci, on va préciser tout simplement que ce sont des variables qui sont entières. Ben, vous allez me dire, mais où est le processus de branch and bound? Le processus, il est là, sauf qu'il est automatisé. Donc, derrière, il y a un calculateur dans votre machine qui s'occupera de toute la gymnastique de calcul que nous avons présenté la séance précédente. Donc, juste pour vous dire que la séance précédente, l'objectif, c'est juste pour vous dire que derrière, il y a tout un calcul itératif, oui, mais la machine s'en occupera. Vous allez voir qu'en un clin d'œil, les calculs sont faits, à l'exception de certains cas qui sont très compliqués. Ben, vous allez voir aussi que la machine, parfois, il souffre parce que le calculateur, il va faire votre branch and bound, et parfois, ça fait appel à un arbre à plusieurs branches. Et quand les branches, bien sûr, augmentent, principalement pour ce qu'on appelle des problèmes combinatoires, et bien dans ce cas-là, vous allez voir que la machine il va traîner, va faire énormément de décomposition pour qu'il arrive à, soi-disant, votre solution optimale. Mais pour vous, ce qui est intéressant, c'est juste de bien modéliser sur Excel, et tout le reste, c'est-à-dire toute la partie, soi-disant, résolution, c'est-à-dire votre calculateur s'en occupera. Parfait. Donc voilà, je rappelle aussi que dans l'option, il fallait bien préciser qu'il ne faut pas cocher, il fallait bien s'assurer que ça, ce n'est pas coché. Donc, parce que si c'est coché, donc automatiquement, votre modèle il va ignorer les contraintes de nombre entier. Okay. Voilà, donc nous avons présenté ce contexte la séance précédente. On a dit qu'il y a une entreprise, il y a un fonds de pension qui contient 750 millions de dirhams qui cherche à placer dans différentes obligations privées. Ces obligations sont des 6 compagnies que nous avons déjà présentées, et chaque obligation, ça rassure un rendement. D'accord ? Bon, moralité, c'est que l'obligation de la compagnie A3, normalement, elle rassure le meilleur rendement avec 10%. Sauf que il y a d'autres caractéristiques associées à ces obligations, à savoir l'échéance. Donc, il y a des obligations avec des échéances à long terme, très long terme, comme par exemple l'échéance à 6, à court terme, comme l'échéance à 3. Mais il y a une autre caractéristique, à savoir la cote. Donc, la cote, là, c'est une cote qui est excellente pour l'obligation A1. Là, il est bon pour l'obligation A2. Par contre, pour l'obligation A3, qui a un très bon rendement, vous voyez que la cote, elle est faible. Donc, on a évalué un peu le risque par rapport à cette compagnie, et nous avons constaté que c'est un très fort risque. Donc, c'est pour cette raison que nous avons donné une cote faible. Le A4, c'est excellent, le A5, c'est bon, et le A6, très bon. En principe, ce genre de problèmes sont baptisés les problèmes multi-objectifs. Parce que pour l'instant, ce que la recherche opérationnelle traite, c'est principalement les problèmes mono-objectifs. Mais il y a une autre branche d'optimisation qui s'appelle l'optimisation multi-objectif. Ben, même pour l'optimisation multi-objectif, il y a des techniques pour la rendre mono-objectif. D'accord ? Par exemple, dans notre contexte, pour simplifier, on ne va pas prendre en considération les 3 objectifs, à savoir le rendement, l'échéance et la cote, mais l'objectif échéance et celui cote, on va le rendre sous forme de contrainte.
Donc ça, c'est une technique aussi utilisée dans l'optimisation multi-objectif qu'on appelle d'habitude l'epsilon constraint. Bon, ça c'est un autre sujet, mais dans notre cas, pour faciliter, on va déclarer ces éléments-là en tant que des contraintes. Donc on va voir ces trois contraintes qui ont été spécifiées dans ce contexte. La première contrainte, c'est que pas plus de 25% du budget ne peut être investi dans une seule compagnie. Bon, déjà, même s'il y a des différents rendements avec des échéances et cotes associées différentes, même s'il y a une préférence par rapport à une compagnie bien déterminée, la politique de l'entreprise, c'est qu'on ne peut pas mettre les œufs dans un seul panier, et auquel cas, le maximum d'investissement que je peux mettre dans une compagnie bien déterminée, c'est 25%. Comme ça, on va répartir l'effort sur soi-disant sur plusieurs entreprises. Et là encore, on va un peu, soi-disant, le risque il va être un peu faible. Comme ça, s'il y a un problème dans une compagnie bien particulière, on peut par exemple se donner un exemple. Ces jours-ci, avec le Covid, il y a pas mal d'entreprises qui ont subi des pertes énormes c'est-à-dire dans la bourse. Imaginez quelqu'un qui a normalement placé tout ce qu'il a comme épargne dans une seule entreprise. C'est vrai que ça va être catastrophique. Donc c'est pour cette raison que dans ce contexte-là, c'est normal. On a une somme d'argent, mais je ne peux pas le mettre dans une seule compagnie. Il faut répartir l'effort la somme sur plusieurs compagnies. Donc c'est ce qui est préconisé dans ce contexte-là, c'est que j'ai de l'argent, mais on ne va pas placer toute la somme dans une compagnie, on va répartir l'effort sur plusieurs entreprises. OK. Deuxième contrainte. Bon, pour la deuxième contrainte, au moins 50% devraient être investis dans des obligations à long terme. Donc, échéance d'au moins 10 ans. Voilà. Les échéances à long terme, normalement, ils correspondent à la compagnie A1, la compagnie A2, la compagnie A4. Donc, dans ces trois compagnies, A1, A2, A4, il faut normalement placer plus que 50% de la somme d'argent. Donc, nous avons 750 000 dirhams, donc 50%, c'est à peu près 375 millions de dirhams. Donc, 375 millions de dirhams, normalement, devait être placé dans la compagnie A1, la compagnie A2 et la compagnie A4. Voilà. Et la troisième contrainte concerne la compagnie A2, A3 et A5 en disant qu'on ne peut pas dépasser 35% du budget. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe pour ces trois compagnies? Donc, en faisant la lecture de ces trois éléments, rendement, échéance et cote, donc le point commun entre A2, A3 et A5, c'est certainement, c'est pas l'échéance, parce que bon, il y a différents types d'échéances, ça va de même pour les rendements, 9,5, 9,25, 10%. Le point commun, je dirais certainement, c'est la cote. Bon, là, on est dans la cote de faible à bon. Donc, certainement, c'est cette cote qui a fait que l'entreprise a spécifié cette contrainte-là, c'est qu'on ne peut pas dépasser 35% de 750 millions de dirhams. Parce que comme c'est des cotes qui sont très faibles, donc cela signifie qu'il y a certainement un risque, il n'y a pas, c'est-à-dire une assurance par rapport au bon fonctionnement de cette entreprise. Donc il y a quelque chose qui a fait qu'on lui a associé une cote faible. Bon, voilà. Donc, c'est cela la problématique. Et maintenant, en tant que décideur, on devait normalement bien répartir cette somme d'argent sur les 6 compagnies. Donc, pour un peu illustrer ça autrement, j'ai une somme d'argent, j'ai plusieurs possibilités, A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Et la question, c'est comment répartir le capital sur les 6 compagnies. Donc, quand il s'agit de prendre la décision sur la répartition du capital, donc ceci dit,
nos variables de décision, c'est tout simplement la somme d'argent que l'on va injecter dans A1, la somme d'argent que l'on va injecter dans A2, A3, A4, A5 et A6. Ça signifie que nous aurons normalement 6 variables, c'est-à-dire le montant investi d'argent investi dans A1, le montant d'argent investi dans A2, le montant d'argent investi dans A3, A4, A5 et A6. Voilà. Bien sûr, la somme de ces montants-là ne devait pas dépasser les 750 millions de dirhams. Bon, là, je vais faire un petit... Bon, ça, de toute façon, ce n'est pas 707 millions, c'est 750 millions de dirhams. Je m'excuse pour cette erreur. Donc, finalement, la somme c'est-à-dire de 6 montants, il ne faut pas que ça dépasse, soi-disant, le budget dont dispose l'entreprise aujourd'hui. Alors, les contraintes que nous avons, bien, je vais commencer par la fonction objectif. Donc, l'objectif, il est bien sûr lié au rendement, parce que notre objectif, c'est d'assurer un rendement maximum via mon investissement. Donc, normalement, si j'investis une somme d'argent dans la compagnie A1, eh bien, le rendement, c'est le pourcentage multiplié fois la somme d'argent que l'on va investir dans la compagnie A1. Et ça va de même. Donc, finalement, c'est 8,65% fois la variable décision qui est le montant d'argent investi dans A1 que nous avons appelé X1. Donc, c'est 8,65% fois X1 plus 9,5% fois X2 et ainsi de suite. Donc, on peut exprimer notre fonction objectif de la manière suivante. Donc, on cherche à maximiser le revenu annuel qui est Z est égal à 8,65% de X1, 9,5% de X2, 10% de X3, 8,75% de X4 et ainsi de suite. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de maximiser le rendement annuel qui est exposé, bien qui est le sujet d'un certain nombre de contraintes que nous avons déjà spécifiées. La première contrainte, c'est qu'on ne peut pas dépasser le budget. D'accord? Donc, la somme soi-disant des montants investis ne doit pas dépasser les 750 millions de dirhams, donc est égal à 750 millions de dirhams. Et en même temps, on a dit que pas plus de 25% par compagnie. Ça, on l'a spécifié tout à l'heure. Alors, 25% de 750 millions de dirhams, c'est 187 millions 750 000 dirhams, qu'on ne peut pas bien sûr dépasser par rapport à chaque obligation. Donc on peut l'exprimer de la façon suivante, c'est que quel que soit le montant investi, ben, il ne peut pas dépasser 180 investi par entreprise, d'accord, par entreprise. Donc X1, il est inférieur à 187 millions 500 000 dirhams. X2, ça va de même. X3, inférieur. Donc, pour tous les montants, on ne peut jamais dépasser cette somme d'argent. La contrainte 3, on s'est dit que pour les obligations à long terme, il faut que l'on dépasse les 50% d'investissement. Donc, 50% de 750 millions de dirhams, c'est 375 millions de dirhams. Et les obligations, c'est-à-dire à long terme, c'est ceux ayant plus que 10 ans. Donc, c'est de la compagnie 1, 2, 4 et 6. Donc, la somme d'argent investie dans ces 4 compagnies doit normalement être supérieure à 50% du budget global pour s'allier sur la contrainte qu'on vient de spécifier. Et puis, nous avons dit pour les échéances qui ont une cote ou bien bonne ou bien faible, on ne peut pas dépasser au total un investissement de 35%. Alors, 35% de 750 millions de dirhams, c'est 262 500 000 dirhams. Et les compagnies en question, c'est A2, A3 et A5. Donc la somme de X2 plus X3 plus X5, il ne faut pas que ça dépasse cette somme d'argent. Voilà, et puis la nature des variables de décision. Et dans cette nature-là, normalement,
les sommes aussi sont des valeurs entières. Là je l'ai exprimé dans sa forme relaxée, mais normalement, xi, il est entier. Voilà. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va aller vers Excel ensemble pour voir comment résoudre le contexte de cette entreprise. Voilà, j'espère que vous visualisez sur Excel. Alors, voilà les 6 compagnies. Alors, voilà les 6 compagnies. Je ne sais pas, est-ce que c'est bien? Oui, d'accord. On voit les 6 compagnies, les rendements, les échéances, la cote. Alors, les variables de décision, nous avons dit, c'est le montant investi par compagnie. D'accord. Donc, le montant investi dans la compagnie A1, dans la compagnie A2, dans la compagnie A3, A4, A5 et ainsi de suite. Alors, nous avons dit que la somme, c'est 750 millions de dirhams. La première contrainte, c'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire dépasser 25% par obligation. La contrainte 2, on s'est dit qu'au moins 50% doit être investi dans les échéances de plus de 10 ans. Et la troisième contrainte, nous avons dit on ne peut pas dépasser 30% pour les compagnies ayant une cote bon ou bien faible. OK. Alors voilà les montants. Donc la première chose qu'on va définir, c'est la fonction objectif. La fonction objectif, on s'est dit que c'est les montants multipliés fois les rendements correspondants. Donc là, comme d'habitude, j'utilise la fameuse fonction SUMPROD. Donc SUM, j'espère que maintenant vous avez l'habitude d'utiliser. Donc SUMPROD entre les montants, voilà, les montants, point virgule des rendements correspondants, voilà. Et ça, normalement, ça reflète, soi-disant, le rendement annuel que l'on va dégager via notre investissement. Un exemple, si par exemple je place une somme d'argent de 180, 100 000 dirhams dans l'obligation A4, ça va me rassurer normalement un rendement de 8 750 000 dirhams. Voilà. Donc ça reflète ma fonction objectif que je cherche bien sûr à maximiser. Alors, la première contrainte, nous avons dit qu'il ne faut pas que la somme du montant dépasse 7 500 000 dirhams. Je peux exprimer à ce niveau-là, quand je vais dire que est égal à la somme, donc la somme du montant. Donc la somme du montant, il ne faut pas que ça dépasse 750 millions de dirhams. Et puis la deuxième contrainte, on s'est dit que normalement, pour toutes les obligations, on ne peut pas dépasser 25% du budget global. Donc voilà, 25%, c'est 187 500 000 dirhams. Donc on ne peut pas dépasser les 25%. Là, on s'est dit que, là encore, on s'est dit que les investissements dans les obligations à long terme doivent être normalement supérieurs à 50%. Alors, on va exprimer ici ces obligations à long terme. Donc, les obligations à long terme concernent l'obligation dont l'échéance est supérieure à 10 ans. Donc, voilà, c'est le montant investi dans A1 plus le montant investi dans A2 plus le montant investi dans A4. Et le quatrième, c'est le montant investi dans A6. Voilà. Et puis, nous avons dit que pour les échéances avec une cote bonne ou bien faible, on ne peut pas dépasser les 30%. Donc, on va calculer d'abord les 30%. Voilà. Et puis, on va faire la somme soi-disant, des montants investis dans ces 3 compagnies. Donc, les compagnies qui ont une cote bonne ou bien une cote faible. Voilà. Donc, la compagnie, le montant investi dans la compagnie A2, dans la compagnie A3 et la compagnie A5.
Alors, je crois que nous avons déclaré toutes les contraintes, la fonction objectif, les variables. Il ne reste que aller vers, aller vers les données. Donc, voilà, solver. Bon, sur solver, voilà notre fonction objectif que l'on cherche à maximiser. Pour les cellules variables, c'est les montants à investir dans chaque compagnie. Pour les contraintes, donc la première contrainte, c'est la nature des variables. Cette fois-ci, c'est plus supérieur à 0. Donc maintenant, on va dire qu'en quoi ce sont des entiers. Puis on ajoute que cette somme doit être égale au montant global. Et puis nous allons ajouter que tous les montants ne devaient pas dépasser 187 500 000 dirhams d'un seul coup. Donc ça ne vaut pas la peine de comparer. C'est-à-dire on peut prendre l'ensemble, il faut que ça soit inférieur à cette somme d'argent. Et puis, nous avons dit que cette somme-là doit être supérieure à 50%. D'accord? Et puis, nous avons dit que cette somme ne devait pas dépasser 35%. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour, qu'on a déclaré dans l'ensemble des contraintes. Je vous préconise toujours de vérifier, parce que si par hasard, ça c'est souvent le cas par défaut, si par hasard votre icône ici, elle est cochée, la contrainte en nombre entier ne va pas être prise en considération. Donc, s'il vous plaît, toujours avant de lancer, vérifiez est-ce que ce n'est pas coché. OK, bon, la résolution, c'est simplex PL. Maintenant, je peux lancer la résolution, résoudre. OK, donc le solver a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation. Bon, déjà, une différence par rapport au problème que nous avons déjà traité auparavant. Alors, dans le rapport cette fois-ci, il n'y a pas le rapport sensibilité. Donc, quand il s'agit de la programmation en nombre entier, on ne peut pas générer des rapports que nous avons générés dans le cas de la programmation en nombre, soi-disant, fractionnel ou bien réel ou bien B. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette convexité qui rassure l'étude de la sensibilité d'une façon linéaire, si vous voulez, chose qui n'est plus vérifiée dans le cas de la programmation en nombre entier. Donc, cette fois-ci, on n'avait qu'un seul rapport, c'est le rapport des réponses. Mais ceci dit, on peut faire notre propre rapport de sensibilité. C'est-à-dire une solution, on peut analyser la sensibilité d'une solution bien déterminée. C'est possible. Certes, oui, c'est un travail fastidieux, mais on est toujours obligé de le faire. Pourquoi? Parce que quand on a une solution, il faut s'assurer de la robustesse de cette solution. Il faut aussi dire que cette solution elle est valable pour quelle variation, par exemple, en termes de rendement, en termes c'est-à-dire de risque de chaque compagnie. Donc, cette analyse de sensibilité, quand on fait de la recherche opérationnelle, on le fait par défaut, parce que c'est cela qui va un peu donner de la crédibilité au travail que nous avons fait, parce que sans une analyse de sensibilité, je ne peux pas exploiter mes données d'une façon, soi-disant, conviviale. Et même ma réponse, ça va être une réponse sèche, chose que qu'on ne cherche pas, parce que dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, il y a énormément de paramètres qui varient, qui changent, etc. Donc l'analyse de la sensibilité s'impose pour me rassurer, pour dire à quel point ma solution elle est stable. Bon voilà, donc la répartition est qu'on suit. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a presque investi le maximum dans A3, A4 et A6. C'est-à-dire le maximum, c'est-à-dire le maximum permis, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas dépasser cette somme d'argent par rapport à chaque obligation. Donc, le solver, il a misé sur ces trois-là parce que
c'est eux qui représentent le meilleur rendement parmi toutes les obligations. A3 avec 10%, A4 avec 8%, A6 avec 9%, A4, certes, oui, c'est pas le meilleur rendement. Je peux dire que c'est pas le meilleur rendement, c'est presque le plus faible. Bon, le plus faible, c'est A1. Donc c'est pas le meilleur rendement comparé à A2, comparé à A5, mais certainement, il s'est imposé grâce à la cote et l'échéance. Donc, 10 ans et excellent. Oui, vous allez me dire, mais la compagnie A1 aussi, il a une cote excellent et une échéance de 11 ans. Mais A1, il a un rendement de 8,65%. D'accord. Par contre, nous avons carrément éliminé ou bien supprimé cette possibilité d'investir dans l'entreprise A5. On peut l'expliquer. Déjà, l'échéance, elle est de 7 ans, donc la cote, elle est de bon. Et puis, le rendement, c'est le rendement, si vous voulez, c'est la moyenne des rendements. Si je fais comme ça, la moyenne des rendements, normalement, est aux alentours de 9,19%. Donc, c'est presque la moyenne. Donc, en termes d'échéance, la moyenne, normalement, c'est bon, on peut dire il est de l'ordre de 9, d'accord. Donc, il est presque moyen partout. Donc, c'est-à-dire la solution, il a éliminé. Certainement, quand il a mouliné, il a constaté que c'est pas intéressant d'investir dans cette entreprise. Donc voilà, et puis bon, il y a les trois là, et puis vient l'investissement dans A1, parce que quand même, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il a des avantages, une bonne cote, très bonne, c'est-à-dire il fait partie aussi des échéances à long terme, c'est-à-dire préconisées par l'entreprise. Bon, ce qui fait qu'on n'a pas investi le maximum dans cette compagnie, c'est certainement son rendement qui est très faible. Et puis enfin vient le A2. Certainement, le A2, c'est ceci. Comparé par exemple le A5 que nous avons éliminé, l'avantage de A2, certainement, c'est l'échéance et aussi le rendement. Donc, alors le A2, normalement, s'il est là, c'est principalement grâce aux autres contraintes parce que oui, le rendement il n'est pas aussi faible comparé à 4, mais son inconvénient majeur, c'est la cote qui est devant. Voilà. Donc, pour un peu gagner du temps, on va passer maintenant à un deuxième cas. Alors, là, il s'agit d'une compagnie encore presque dans la même logique. Il possède un budget de 1 450 000 dirhams qu'il cherche à répartir en publicité sur différents médias. Donc, nous avons journal, magazine, radio, télévision, affiches, places publicitaires. Alors, chaque média, nous avons normalement la cible en termes de nombre de clients. Donc, si je fais de la pub dans un journal, d'habitude, je cible 900 000 clients et ainsi de suite. Et le plus intéressant en termes de cible, c'est la télé qui arrive quand même à toucher 2 millions de clients. Mais ceci dit, pour chaque support publicitaire, il y a un coût. D'accord. Par exemple, ici, si je veux faire un support au niveau de la télé, donc je suis dans un coût de 50 000 dirhams, pardon. La radio, c'est 25 000 dirhams, et ainsi de suite. Donc, le moins cher, c'est les affiches avec 500 000 dirhams. Mais en même temps, vous voyez que le nombre de clients il est faible. Et puis, nous avons une contrainte de nombre maximum. Donc là, je ne peux pas dépasser 30 c'est-à-dire 30 publicités ou bien 30 affichages dans le cas du journal, 15 dans le cas des magazines, dans le cas de la radio 20, dans le cas de la télé 20, dans le cas des affiches 30, dans le cas des places publicitaires. Voilà. Donc, l'intérêt, effectivement, pour cette entreprise-là, c'est de toucher au maximum de clients.
D'accord? Donc, c'est de toucher au maximum de clients tout en respectant le budget qui est de 1 450 000 dirhams et en même temps aussi tout en respectant le nombre maximum qu'on ne peut pas dépasser par support publicitaire. Bon, voilà. On va prendre ces informations, on va les copier, on va les mettre sur Excel. Ah. Alors, comme d'habitude, quand il s'agit de la modélisation, il s'agit de spécifier les variables qui font que, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération pour modéliser notre situation. Donc là, nous avons une somme d'argent, qu'on vient de dire. Il s'agit de répartir cette somme sur ces différents supports publicitaires. Mais je ne peux pas, bien sûr, utiliser le nombre que je veux, parce que là, on me dit, tu ne peux pas dépasser, c'est-à-dire, il y a déjà un maximum à ne pas dépasser par support, puis il y a aussi un budget à ne pas dépasser, d'accord? Un budget à ne pas dépasser, c'est-à-dire pour assurer la pub au niveau de ces supports disponibles. Alors, c'est-à-dire ma décision, c'est tout simplement le nombre d'apparitions dans chaque support publicitaire. Parce que tout ce que nous avons exposé tout à l'heure, ce sont, soi-disant, des caractéristiques unitaires. C'est-à-dire, pour une seule apparition dans un journal, je touche 900 000 clients et le coût, c'est 15 000 dirhams. C'est-à-dire, si je fais 10 apparitions, ben, dans ce cas-là, je vais aller vers 9 millions de clients et je suis dans un coût de 150 000 dirhams, et ainsi de suite. Donc, c'est des coûts unitaires et c'est une cible aussi par rapport à l'unité. Donc là, mes variables de décision, c'est le nombre d'unités, donc c'est le nombre d'apparitions, si vous voulez, apparitions. Par rapport à chaque type, par rapport à chaque support publicitaire. Voilà. Alors, déjà une première contrainte, je ne peux pas mettre, c'est-à-dire le nombre que je veux, je ne peux pas dépasser 30 pour le cas des journaux, je ne peux pas dépasser 15 pour les magazines, je ne peux pas dépasser 20 pour la radio, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que les apparitions ne sont pas gratuites. Donc, le coût d'apparition, c'est normalement le nombre fois le coût correspondant. Comme d'habitude, je peux utiliser la fonction SUMPROD, dire voilà, donc SUMPROD, donc le nombre d'apparitions, point virgule, le coût. Je peux faire un test. Si par exemple je choisis 10, bon, ça va me coûter. Il y a un souci là. Bon, je vais supprimer les maths. Ok, c'est bon. Donc le budget, je ne peux pas dépasser le budget que nous avons dit tout à l'heure. Et puis notre objectif, qu'on va définir maintenant, on s'est dit le nombre de clients que l'on va cibler. Bon, on cherche à maximiser la cible qui est le nombre de clients. Donc auquel cas, la même chose, je vais dire que
c'est la somme prod, de nombre d'apparitions, point virgule, le nombre de clients. Voilà. Donc, si par exemple j'assure des apparitions, si j'assure des apparitions sur la radio, ça va me permettre de toucher normalement à 11 millions de clients. Donc, je crois que c'est bon. Les contraintes sont bien déclarées. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est tout simplement d'aller vers le solveur Excel. Donc, voilà ce que je cherche à maximiser. Alors, est-ce que nous avons oublié une contrainte? Je crois que c'est bon. Donc, voilà, je vais aller vers le solveur pour lui dire, monsieur le solveur, voilà ma fonction cible. Je cherche à maximiser. Les cibles variables, c'est les apparitions par type de support publicitaire. Alors, premièrement, je ne vais pas dire on va faire 5,3 apparitions, ça n'a pas de sens. Donc mes variables, ce sont des variables entières. OK. Deuxièmement, nous avons dit qu'on ne peut pas dépasser le budget alloué. Voilà. Et la troisième contrainte, c'est que le nombre d'apparitions ne peut pas dépasser le maximum par support. Voilà. Donc ce sont trois contraintes. Simplex. Les options, c'est bon. Et je résous le problème. Voilà. Donc, voilà la résolution du problème. Une répartition par support. Donc, voilà, il me dit, tu exploites au maximum les apparitions dans le cas des journaux, parce qu'il s'avérait que c'est très intéressant en termes de client-coût. On peut faire juste une comparaison, par exemple, le cas du journal et les affiches. Donc, les affiches, la cible, c'est 200 000 et le coût, c'est 5 000. C'est presque le 1 tiers. Mais là, on ne peut pas toucher au 1 tiers des clients parce que le 1 tiers de 900 000, normalement, c'est 300 000. C'est tout à fait évident que les affiches, ce n'est pas une bonne option déjà comparée par rapport au cas du journal. Les places publicitaires, là, vous voyez que c'est très intéressant. C'est pour cette raison d'ailleurs que on a mis aussi le maximum, le bon coût pour les places publicitaires par rapport à ce qui est offert comme disponibilité. On a fait la même chose pour les magazines. Là encore, les magazines, 600 000, 10 000, c'est très intéressant parce que si on compare magazine et journal, ben, pour moi, magazine est beaucoup plus intéressant parce que, bien, je vais dire, c'est équivalent, c'est équivalent. Parce que là, on est à 1,5. Donc, si je multiplie 6 fois 1,5, donc le rapport est le même. Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence entre les cas, disons, le potentiel donné par chaque support publicitaire. Ça va de même pour la radio, c'est intéressant. Par contre, pour le cas de la télé, ça coûte cher. Ça coûte cher, d'accord? Et c'est pour cette raison que on l'a un peu, on l'a évité, d'accord? On ne l'a pas supprimé, cette possibilité. Elle est intéressante, surtout en termes de cible, mais ça coûte cher. Parce que si je compare par exemple radio-télé, ben ici je suis au double, d'accord? C'est-à-dire la télé, ça coûte le double, la radio, mais en termes de cible, ça ne cible pas le double, parce que le double ici, c'est 2 200 000, alors que ça ne cible que 2 millions. Donc, vous voyez que la radio, elle est déjà elle est très intéressante par rapport à la télé. Et de même, on peut faire la même comparaison ici. Le coût, c'est 5 fois, la télé, c'est 5 fois le Cadiel magazine. Mais est-ce qu'en termes de cible de clients, est-ce que c'est 5 fois? Non, parce que 5 fois, c'est 3 millions, alors que normalement, ça ne rassure que 2 millions. Donc, par intuition, normalement, on peut faire c'est-à-dire, on peut résoudre ce problème, mais bon, par intuition, parce que nous avons déjà une base de résultats, mais au début, ça va être un peu compliqué, parce que les options, elles sont au nombre de 6, avec plusieurs paramètres, bon, plusieurs paramètres, 2 paramètres quand même, et auquel cas, la résolution par la recherche opérationnelle serait toujours intéressante. Donc voilà, un troisième exemple tout de suite.
Alors là, il s'agit d'une entreprise qui cherche à sélectionner des projets. Ça va être un peu différent des cas que nous avons présentés tout à l'heure. On se présente devant une opportunité de ces projets où la compagnie, normalement, il a soi-disant, une somme d'argent de 250 000 dirhams disponible pour investir dans de nouveaux projets. Il a budgétisé 65 000 dirhams pour continuer l'année prochaine, 50 000 dirhams pour l'année 2, pour l'année 2, 775 000 dirhams pour l'année 2 et 50 000 dirhams pour l'année 3, 4 et 5. Donc, les fonds qui ne sont pas utilisés ne peuvent pas être réutilisés l'année suivante. Donc, vous avez une somme d'argent, il faut normalement l'exploiter l'année en question. Alors, vous avez le budget avec la vanne espérée par rapport à chaque budget et le capital exigé par chaque, la vanne espérée pour chaque projet et la somme d'argent qu'exige chaque projet durant les 5 années. Par exemple, si je prends le projet 1, la première année, il faut investir 75 000 dirhams, la deuxième année, 25 000, 20 000, 15 000, 10 000. D'accord? Le projet 2, 90 000, 35 000, 0. Bon, 0, on peut dire que c'est un projet qui commence déjà à être rentable et qui ne nécessite plus d'investissement. D'accord? Ça va de même pour l'année 4. Mais du coup, l'investissement est de retour durant la 5e année. Alors, ce comportement, ça a une explication aussi, parce que certainement, ça c'est le coût pour se débarrasser ou bien c'est-à-dire pour supprimer le projet qui est déjà mis en place. Donc, c'est un coût de fin de projet, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire qu'on a déjà exploité, qu'il y a un retour sur investissement, et que maintenant, je sais pas, ça peut être par exemple un espace à libérer, ça peut être. Donc, il y a un coût. Il y a un coût pour la phase fin projet. Voilà, donc vous avez la répartition des coûts à investir dans chaque projet durant les 5 années, sachant que là, on vous a spécifié la somme d'argent, vous avez 75 000 durant la première année, durant la première année, c'est 250 000, pardon, là, c'est 75 000, là, c'est 50 000, 50 000, 50 000. Et puis, chaque projet, il a une valeur actuelle nette espérée qui est mentionnée là. Donc, l'objectif, c'est de maximiser, bien sûr, cette vanne. Alors maintenant, c'est la variable de décision. Alors, je n'ai pas un rendement comme tout à l'heure. Donc, la vanne n'est pas proportionnelle au montant investi. La vanne, c'est par rapport au projet. C'est-à-dire que si vous avez investi dans le projet, en contrepartie, vous allez réaliser la vanne qui est spécifiée. Sinon, vous aurez 0. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une proportion, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire selon le montant que j'ai investi, quel est le retour d'investissement sur le projet. Non. Le projet, ou bien c'est choisi, ou bien ce n'est pas choisi. C'est un peu différent du cas, ou bien des deux cas précédents. D'accord? C'est-à-dire, ou bien je choisis, ou bien je ne choisis pas. Si j'investis dans le projet 1, ça me rassure la vingtaine. Si je n'investis pas dans le projet 1, eh bien la vanne est égale à 0. Donc là, la nature des variables, c'est des variables qu'on appelle O1 problem. O1, c'est-à-dire 0, 1. Ou bien ce que nous appelons la variable binaire. C'est-à-dire si le projet est choisi, ma variable elle est égale à 1. Si le projet n'est pas choisi, la variable est égale à 0. C'est-à-dire si je choisis le projet 1, ben, j'aurai une vanne de 161 000 dirhams. Si je ne choisis pas le projet 1, eh bien, ma vanne elle est égale à 0. Donc, vous voyez, ça va de même. Donc, pour le projet 2, c'est pareil. Ou bien je choisis le projet 2, ou bien j'ignore le projet 2. Donc, infini, nous aurons 6 variables, d'accord? Et la variable, cette fois-ci, c'est une variable qui prend 2 valeurs, ou bien 0, ou bien 1. 1, c'est le projet choisi, 0, si le projet n'est pas choisi. Voilà.
Ma variable de décision, comme je viens de l'exprimer, c'est une variable qu'on appelle variable binaire ou bien O1 problem, c'est-à-dire O1 variable, c'est-à-dire dans ce cas-là, elle est égale à 1 si le projet est sélectionné, égale à 0 sinon. D'accord. Alors, comment je vais exprimer la fonction objectif, comme je viens de le dire? Mon objectif, c'est de maximiser la valeur actuelle nette. Ben, si je choisis un projet 1, je vais garantir cette vanne. Sinon, j'aurai 0. Donc, comment je vais exprimer ça? Je vais juste multiplier la variable binaire fois la vanne espérée par projet. Donc, si la variable binaire est égale à 1, je dégage une vanne de 161 000. Si la vanne est égale à 0, si la variable est égale à 0, eh bien, je vais dégager 0, parce que 0 fois 161 000, ça me donnera 0. Ça va de même, donc plus 187 x2 plus 131, et ainsi de suite. Et les contraintes, nous avons dit qu'il y a un budget à ne pas dépasser d'une année à l'autre, 260-50 l'année 1, 75 l'année 2, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, je multiplie tout simplement la variable fois le capital exigé par chaque projet. Vous voyez encore, si le projet n'est pas choisi, si je le multiplie fois la variable correspondante, bon, s'il n'est pas choisi, ça signifie que la variable est égale à 0. Donc, si je le multiplie fois le montant exigé par le dit projet, ben, ça va donner, par exemple, si je prends le cas de 1, 75 fois 0, c'est 0. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin d'argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné ce projet-là. Par contre, c'est un projet sélectionné, automatiquement, son capital qu'il exige chaque année, il est pris en considération. Voilà. Et puis, toutes les variables, elles sont binaires. Donc, mon problème, c'est un problème en nombre entier binaire. D'accord? Parce que toutes les variables, elles sont binaires. Alors, comme d'habitude, pour joindre l'utile à l'agréable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier ces informations. Je vais les mettre sur Excel. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Je vais voir. Sinon, je serai obligé de tout saisir. Est-ce qu'on va saisir? Non, c'est bon. Donc, voilà, les projets sont là. Voilà, rapidement. Il reste 8 minutes. Donc, je vais accélérer. Donc, ma variable, on a dit que c'est le choix. C'est est-ce que le projet est choisi ou non. Donc, voilà, nous avons 6 variables. Alors, le budget, on s'est dit c'est un budget de 250 000, donc de 250. Voilà, la contrainte budget 250. Voilà. Alors, on s'est dit que l'objectif, c'est de maximiser la vanne. Donc, comme d'habitude, je vais dire sans prod, point virgule, une variable binaire. Parfait. Nous avons dit qu'on ne peut pas dépasser d'une année à l'autre les sommes d'argent à investir. Donc voilà, je l'ai exprimé comme ça. Bon, de toute façon, je peux faire comme ça. Je fais le F1, F4, F1, F4. Je vais faire un copier-coller. Sauf que ça, ce sont des contraintes rapides. Il ne reste pas beaucoup de temps. Puis pour les sommes d'argent, nous avons dit, là, c'était combien? 250 000, voilà. Alors, 250. La deuxième année, on a dit c'est 75. Et puis par la suite, c'est 50, 50 et 50. Voilà. Donc, maintenant, je peux aller vers le solver. Alors, pour le solver, je vais lui dire, voilà, je cherche à maximiser la vanne. Voilà mes cellules variables. D'accord? Alors,
la différence entre ces problèmes en nombre entier et ce qu'on vient de travailler, c'est que maintenant, c'est la nature des variables, des décisions. Donc, ce ne sont plus des variables entières, cette fois-ci, c'est des variables qui sont des variables binaires, qui prennent bien la valeur 0 ou bien la valeur 1. Donc, j'ajoute qu'on ne peut pas dépasser les budgets alloués. Donc, je crois que c'est tout ce que nous avons comme contrainte. Voilà, donc deux contraintes, variable binaire, on ne peut pas dépasser le budget à investir chaque année, puis je spécifie comme quoi c'est du simplex, et je résous le problème. Voilà, donc il me dit qu'elle a trouvé une bonne solution, on va voir cette solution, donc voilà les choix qu'il a fait, donc de solver, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il faut choisir le projet 1, le projet 4 et le projet 5. Et bien sûr, on va ignorer le projet 2, 3 et 6. Ça va nous garantir une 20 de 509 000 dirhams. Alors, je crois que c'est bon. Nous sommes alignés sur toutes les contraintes. Je vais vérifier ce que nous avons oublié. Je crois que c'est bon. Okay. Alors, vous voyez que c'est-à-dire quel que soit les contextes, on arrive tout le temps à modéliser, à s'aligner sur les cas que nous avons partagés ensemble. Certes, oui, c'est des cas qui sont faciles en termes de mise en œuvre, en termes de leurs exigences, mais je peux vous confirmer que quelle que soit la complexité, tout le temps, l'être humain, il arrive à s'adapter, à modéliser et derrière à dégager des résultats qui sont intéressants. Donc, d'où bien sûr l'intérêt de la modélisation avec la recherche opérationnelle. Et n'oubliez pas le message que je vous ai transmis la première séance, j'ai dit que la recherche opérationnelle, c'est un langage standard. Donc, cette modélisation que l'on fait, c'est un langage standard. Le fichier ou bien les travaux qu'on vient de réaliser ensemble durant ces séances-là, je vais l'envoyer au Japon, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Il va être interprété de la même façon parce que nous sommes dans un langage standard que tout le monde parle quand il s'agit de la modélisation. C'est un langage universel, d'accord, utilisé dans les articles scientifiques, utilisé entre les entreprises. Je l'ai déjà mentionné dans les URP, principalement qui sont dotés de ce qu'on appelle les Advanced Planning Systems aujourd'hui. Ils travaillent avec de la recherche opérationnelle derrière et c'est les mêmes algorithmes comme je viens de le mentionner, qui sont traduits de la même façon, qui sont lus aussi de la même façon. Alors, l'histoire de la programmation en nombre entier, on n'a pas encore terminé, on va encore faire une suite la séance prochaine. Pourquoi? Parce que dans cette programmation en nombre entier, il y a des techniques de modélisation qu'on n'a pas encore développées. Par exemple, dans le cas de ce projet-là, on peut spécifier énormément de contraintes et on verra la séance prochaine comment, bien sûr, de toute façon, on peut faire un exemple rapide tout de suite, toujours par rapport au même projet. Imaginez que nous avons 6 contraintes. Donc là, j'ai spécifié 8 contraintes. Si je prends, par exemple, juste la première contrainte, c'est que les projets 3 et 6, ils sont reliés. Si l'un est choisi, l'autre doit être aussi choisi. Bon, c'est-à-dire si x3 égale à 1, forcément x6 égale à 1. Et si x6 égale à 1, forcément x3 égale à 1. C'est-à-dire si le projet 1 est choisi, le projet 6 est choisi. Si le projet 6 est choisi, le projet 3 est choisi. On peut le présenter de cette façon-là. Si x3 n'est pas choisi, x6 n'est pas choisi. Si x3 est choisi, forcément x6 est choisi. Ça va et vice-versa. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a de l'égalité entre les deux. Donc, je peux rajouter juste une contrainte de la façon suivante. Je vais dire qu'en quoi x3 est égal à x6. D'accord? X3 est égal à x6 comme contrainte. Et auquel cas, on ne peut pas choisir x3 sans choisir x6, et ça va de même. Donc, je peux directement aller vers mon fameux solver et dire ajouter x3 est égal à x6. Voilà. OK. Et je résous le problème. OK. Alors, ça n'a pas changé parce que par défaut, les deux projets ont été
soi-disant rejetée tout à l'heure. C'est pour cette raison qu'on est toujours sur la même solution, parce que par défaut, la solution, c'est x3 y 6. Alors, sur ce, j'arrête ce cours et au plaisir de vous voir la séance prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci aussi pour vos questions.